on peut dire qu'il y a la justice au niveau de la jeunesse qui peut-être parle de la scolarisation de tous. Il y a la justice aussi au niveau du genre, lorsqu'on parle de l'égalité du genre. Sur le concept de justice sociale, les regards varient d'un individu à un autre. La justice sociale, là, bon, on ne pas fréquenter, je ne peux pas connaître ça. Dans la justice, il y a trop de corruption. S'il y a une personne doit prendre une peine, ou bien s'il y avait un truc où ce qui devait être correct, malheureusement, ce n'est pas parce que l'autre va passer en bas, il y aura trop de choses. Je ne pense pas qu'il y ait une justice sociale, sincèrement, parce que quand on tient compte de certains paramètres comme l'administration dans les entreprises, bon, on voit qu'il n'y a pas une justice équitable parce qu'on constate qu'il y a une franche partie qui n'a pas accès, ou du moins à l'emploi, par rapport à d'autres qui en ont. Cette soif de toujours plus de justice vire parfois à un désamour de la politique et même de la démocratie. Si on utilise la politique comme un moyen pour peut-être emmener des jeunes à se soulever chacun de part et d'autre, moi, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. La politique, d'autres le disent que c'est pour un clan, c'est pour les grandes personnes. Donc nous jeunes ici, nous avons d'autres objectifs. Nous nous focalisons sur d'autres trucs. Même s'il se plaint de beaucoup d'injustices, Maurice Sawadogo, couturier de métier, refuse de tourner le dos à la politique. Si par exemple quelqu'un qui a besoin d'un pouvoir, on lutte pour lui, et puis il ne fait pas ce qu'on veut. Donc on est obligé de dénoncer entre nous, pour dire voilà c'est ce qu'il nous a dit, voilà c'est ce qu'il nous a dit, et puis il ne fait pas. Donc on est contre ça, donc on n'est pas content de lui. Remobiliser les populations, notamment les plus défavorisées autour des enjeux politiques. C'est l'un des objectifs que poursuit la Fondation Friedrich Ebert Stiftung. Notre objectif est de créer un plus grand intérêt pour la politique et pour la démocratie. La politique, ce n'est pas seulement l'Assemblée nationale. La politique, ça ne passe pas seulement au RTI ou au journal. La politique, c'est pour tout le monde. La démocratie, c'est pour tout le monde. Échanger sur les idées, c'est crucial pour un citoyen. Depuis 1991, la Fondation Friedrich Ebert Stiftung est aux côtés des Ivoiriens pour le développement de la démocratie sociale, terreau, selon elle, de plus de justice sociale. L'Assemblée générale des Nations unies, elle, a proclamé le 20 février Journée mondiale de la justice sociale depuis 2009. Dans le monde, plus de 8 millions de décès sont causés par les cancers selon l'Organisation mondiale de la santé OMS. Ce sont le cancer du poumon, 1,69 million de décès, du foie, 788 000 décès, de l'estomac, 754 000 décès et le cancer du sein, 571 000 décès. Objectif du colloque initié par l'ONG Hope Life, prévenir et sensibiliser les populations. Notre motivation est partie du fait qu'on a regardé un peu sur le champ ivoirien ici et on a constaté qu'il n'y avait pas véritablement d'association qui œuvrait et qui donnait des informations sur ce que c'est que la maladie du cancer. Et c'est ainsi qu'on s'est assis pour apporter l'information, pas seulement en ville mais en zone rurale et éviter que beaucoup de femmes par ignorance décèdent du cancer. Grâce à l'action de cette ONG, cette dame a été guérie d'un cancer du sein. J'ai senti une boule dans le sein et du coup je suis allée à l'hôpital, j'ai fait des examens, on m'a dit que c'était un cancer. Au début ça ne m'a rien dit, mais après j'ai senti que j'étais en danger. N'ayez pas peur, quand on est dans l'ignorance, c'est là qu'on meurt. Mais quand tu es au courant de la chose, que tu te livres au médecin, au conseil, tu suis, tu fais les dépistages, on constate rapidement que tu as le mal, tu peux en guérir. En Côte d'Ivoire, ce sont 12 000 à 15 000 nouveaux cas de cancer qui sont enregistrés chaque année selon l'OMS, mais 60% des cas sont dépistés à des stades tardifs. Les raisons sont multiples. 60 à 70% des cancers sont liés à notre environnement, à notre style de vie et à l'exposition aussi à des agents biologiques et à des agents chimiques. La plupart des cancers du poumon, dans 80-90% des cancers du poumon sont dus au tabac. Le tabac est incriminé dans 30% des autres cancers. Cancer de la vessie, cancer de la prostate, cancer du sein, cancer utérin et j'en passe. C'est dire que le tabac est donc un poison en vente libre. Il y a par exemple la consommation de viande rouge. Excessivement peu
aboutit à ce cancer que nous connaissons, le cancer colorectal. Et il y a également aussi la consommation d'alcool. Pour sauver des vies, des stratégies s'imposent. Connaître les facteurs et s'adapter à une hygiène de vie saine. Et là, le rôle des ONG est très important parce que informer, sensibiliser sur les signes d'alerte peuvent nous amener à diagnostiquer précocement ce genre de pathologie. Connaître les facteurs et s'adapter à une hygiène de vie saine. Le programme national de nutrition fait la promotion de la consommation de fruits et légumes parce que nous savons que la consommation de fruits et légumes permet également de réduire le risque d'avoir le cancer. Le cancer est une maladie caractérisée par la prolifération incontrôlée des cellules se transformant par la suite en tumeur. Il se manifeste entre autres par une plaque rouge sur les seins pour le cancer du sein et une augmentation des bourses des testicules pour le cancer des testicules. Bien avant la marche verte ou les accords de Madrid en 1975 et bien avant la naissance du Front Polisario ou de la RASD, la zone du Sahara occidental était déjà pour l'occupant français une zone floue. Historiquement rattachée au Maroc et à l'autorité du sultan, cette zone était considérée par les autorités coloniales comme un territoire sans eau inhabitable. Celles-ci fixeront les frontières entre l'Algérie française et le Maroc en 1845 avec le traité de l'Ala Magna. En 1884, l'Espagne place le territoire sous son protectorat. Les tribus de la région lutteront contre les colons avec l'aide du sultan marocain, mais sans réel succès. En 1912, le traité franco-marocain et de Madrid acte le régime de tutelle des puissances françaises et espagnoles sur ce qui est considéré comme un territoire marocain auquel, jusque-là, personne ne semble accorder de réelle importance, sinon les mouvements qui luttent pour son indépendance. En 1952, la découverte de gisements de pétrole dévoile le potentiel énergétique et donc économique de la région. L'indépendance du Maroc en 1956 met fin au protectorat français et espagnol dans le nord du pays. Les provinces du sud restent administrées par les Espagnols, lesquels rétrocèdent progressivement des territoires tels que Ifni ou Terfaya. La décolonisation reste incomplète, mais malgré cela, le Maroc, en 1962, après l'indépendance algérienne, est en mesure de négocier le statut de ces zones. Mohamed V et Ferhat Abbas, président du GPRA, s'entendront sur la reconnaissance des frontières tracées par les autorités coloniales. Le coup d'État d'Ahmed Ben Bella à la tête du FLN ne reconnaîtra pas ces ententes et prônera des revendications socialistes. Les désaccords entre Ahmed Ben Bella et Hassan II, alors jeune roi, ne tarissent pas. Les deux personnalités, intransigeantes l'une comme l'autre, entraînent leurs pays respectifs dans une course à l'armement et aux informations contradictoires relayées par la presse. Les troupes algériennes et marocaines s'installent le long des frontières. Des troupes sont envoyées par le Maroc en soutien aux populations. On fait prisonniers des civils et des militaires. C'est la guerre des sables. Les batailles entre le Maroc et l'Algérie se multiplient tout au long du mois d'octobre 1963 jusqu'à ce que soient mises sur la table par l'OUA les négociations d'un cessez-le-feu le 29 octobre de la même année. Celles-ci échoueront du fait de l'implication d'un trop grand nombre d'acteurs prenant part au conflit. Gamal Abdel Nasser ou encore Habib Bourguiba tenteront en vain d'établir un dialogue entre les deux belligérants. Il faudra attendre le 20 février 1964 pour que Haïlé Sélassié Ier, empereur éthiopien, et Modibo Keïta, président du Mali, arrivent à mettre en place un cessez-le-feu définitif. Les pertes algériennes, numériquement plus importantes que celles comptabilisées du côté marocain, entraîneront la chute du président Ben Bella. Il sera renversé après un coup d'État en 1965 par son premier ministre et ami Ouari Boumedienne. Le nouveau président algérien signera avec Hassan II un traité qui délimitera les frontières du Sahara selon les tracés de l'administration française. Ce traité sera ratifié dans la même semaine par le gouvernement algérien.